Question comme quoi c'est ouais, parfait, parfait, parfait. Entendu. Alors, très bien, normalement, vous est-ce que vous voyez est-ce que tout le monde voit mon écran? Enfin l'écran, le PowerPoint? Parfait, super. Très bien. Donc en fait, simplement pour vous introduire un petit peu la présentation et vous présenter un petit peu la nature de cette présentation. En fait, si vous êtes habitué aux webconférences Territoire Conseil, vous savez qu'on a vraiment l'habitude de mettre en avant des retours d'expérience, des témoignages de collectivités et aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, un format qui est un petit peu différent parce que finalement, c'est nous, Banque des Territoires, qui allons prendre la parole pour vous présenter des retours d'expérience de missions d'ingénierie qu'on a mobilisées dans le cadre du programme Action Cœur de Ville et décortiquer un petit peu ce qui a permis, ce qu'ont permis ces missions d'ingénierie pour vraiment vous aider, dans la mobilisation d'ingénierie à chacune des étapes de projet pour montrer ce que l'ingénierie peut produire dans la mise en œuvre des projets. Donc c'est vraiment ça l'idée. Pour vous présenter très rapidement le périmètre du RETEX, en fait, dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, on a proposé 2 offres, d'ingénierie sur le sujet de la nature en ville. Une première offre qu'on a appelée S-Green et qui était une offre qu'on a proposée, dès 2020 aux villes du programme et qui avait une vocation vraiment d'amorçage de feuilles de route. C'était des missions qui étaient constituées par des diagnostics. Voilà, c'était des diagnostics du centre-ville, un périmètre un peu élargi et le centre-ville, qui visaient à connaître les enjeux de biodiversité et de nature en ville sur le territoire et qui visaient à aboutir à une première feuille de route sur ce sujet. Vraiment, notre idée, c'était de pouvoir déclencher l'action, engager la réflexion, faciliter la mise à l'agenda du sujet par ces missions-là. Le deuxième type, d'ingénierie sur lequel on va appuyer ce retour d'expérience, c'est une autre offre qu'on a appelée SGREEN+. Vous allez voir pourquoi. Qu'on a mobilisé à partir de 2021 dans le cadre d'un financement européen. On a été soutenu par des crédits d'assistance technique, opérés par la BEI et en fait, SGREEN+, ça se situait vraiment plutôt à l'échelle de projet et l'idée, c'était de proposer un accompagnement qui visait à accélérer la mobilisation, enfin accélérer la réalisation des projets. Le 2e, et donc l'idée, c'était de définir un petit peu les différentes démarches, les différents éléments qui étaient nécessaires pour faciliter la réalisation de ces projets. Donc donc peut-être là aussi, donc c'est voilà, c'est vraiment sur ces 2 cas de figure que je vais m'appuyer. Aujourd'hui, on a à peu près 70 villes qui ont bénéficié de ces retours d'expérience. Si j'ai mis la carte qui est pas extrêmement nette, c'est vraiment pour que vous voyez que ce retour d'expérience, il va s'appuyer sur une forme de représentativité, des villes moyennes. Alors, évidemment, il y aura, on va dire, j'aime pas trop l'expression, mais des grandes villes moyennes et des petites villes moyennes qui ont bénéficié de cet accompagnement. Mais, l'idée, c'est vraiment de dire, enfin de souligner, peut-être point à souligner de départ, c'est que finalement, c'est des retours d'expérience qui vont traiter la nature en ville dans des zones urbaines, dans des zones relativement denses, voire très denses dans le cas de certaines villes moyennes et donc forcément, ça va orienter, le propos qu'on va tenir et les retours d'expérience qu'on va pouvoir apporter. Donc je vous propose, d'en finir avec ces mots d'introduction. Je vais réussir à passer, voilà, mes mots d'introduction. Vous présenter peut-être plus en détail le déroulé de l'ordre du jour. Peut-être là, je vais laisser la parole à Alexia pour vous présenter des enjeux vraiment, enfin les grandes notions, les grands éléments de définition. Parce qu'en fait, c'est des notions qu'on va utiliser pendant tout le reste de la présentation et on s'est dit que c'était important de, voilà, remettre les choses à leur place, de bien distinguer les choses. Les 3 parties suivantes, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans les rétex. On a découpé, les missions d'ingénierie en plusieurs bouts, en faisant un focus sur la question du diagnostic de la nature en ville. Une deuxième partie qui est plutôt orientée sur, les différents espaces de la nature en ville avec une forme de typologie qu'on va présenter et la partie 4 va être plutôt orientée vers les retours de ce Green Plus qui pour mettre l'accent en tout cas sur les différentes étapes, les différentes modalités de réalisation des projets. Donc ça suffit pour l'introduction. Alexia, je te laisse la parole. Je Marie, coupe mon micro et voilà. juste Mmh, avant, il y a dis-moi. déjà une question pour toi. Ah! Très Mmh. bien. Alors, parce De qu'effectivement, je ne vois pas les Sophie, voilà, je peux te la lire si tu veux. Pour pas trop laisser de suspense, la question était de savoir si ces missions d'ingénierie, SGREEN et SGREEN+, je pense, sont toujours existantes.
Alors, elles sont toujours existantes tout à fait pour les villes du programme Action Cœur de Ville et pour les villes qui sont pas des villes du programme, je vais plutôt laisser toi, Alexia, en tout cas, vous pouvez tout à fait nous solliciter, mais en tout cas, toi, répondre pour voir si on peut effectivement dupliquer ces missions d'ingénierie. Nous, c'est une méthode qu'on a proposée, mais qui est évidemment pas standard. Ouais, tout à fait, Marie. Je pense qu'on peut dire que c'est sur tout territoire qui souhaite aller sur cette thématique de la nature en ville, on peut proposer un accompagnement. Et pour commencer, alors cette première partie, l'idée et l'objectif, c'est de donner quelques définitions et de relier la nature en ville et puis les différentes politiques publiques qu'elles peuvent soutenir. Alors d'abord, peut-être se poser la question, qu'est-ce que la nature en ville? Pas forcément simple comme question et non plus pas une question où c'est facile de répondre. La définition qu'on pourrait dire qui serait peut-être la plus juste, la plus la plus englobante, c'est finalement, toutes les espèces et les habitats et les fonctions écologiques qu'on retrouve même dans des milieux très denses et urbains, comme tu l'as dit, Marie. Mais bon, une fois qu'on a dit ça comme définition, finalement, ça nous avance pas trop. Donc ce qu'on vous propose plutôt, pour définir en début de webinaire cette nature en ville, c'est de reprendre une classification qui a été faite par le CEREMA et qui permet de distinguer différents types de nature qu'on peut retrouver autour de nous dans notre environnement. Alors la nature qui est sauvage, spontanée, on va dire, c'est celle qui nous concerne le moins aujourd'hui, dans ce périmètre géographique qu'on va investiguer. Mais c'est, la nature qu'on retrouve quand on s'échappe des milieux urbains et qui va être, une nature sans intervention humaine ou avec peu d'intervention humaine. Qui répond à, plutôt des fonctions écologiques qui leur est propre, liées bien sûr à l'homme, mais pas uniquement. La deuxième catégorie, qu'on peut citer, c'est la nature, entretenue, magnifiée. C'est la nature pour faire joli, on pourrait le résumer comme ça, même si c'est un peu réducteur, mais en même temps, c'est, bah, tout ce qui nous entoure dans nos milieux urbains et qui permet aussi d'assurer un cadre de vie. Et je pense qu'on a tous vécu, enfin, en tout cas pour ceux qui ont vécu le confinement dans des milieux urbains, c'est quelque chose qu'on a ressenti, cette place de la nature, ce rapport qu'on a à la nature et notre besoin, on va dire qu'on a du mal même à qualifier de voir des espèces autour de nous et pas que des aménagements, on va dire, très bétonnés, si on peut le résumer comme ça. Et la troisième catégorie, c'est la nature aménagée, exploitée. Alors là, cette nature-là, cette catégorie, ça va être une réflexion de l'homme sur euh, j'introduis la nature pour répondre à un service. euh, alors, on dit service écosystémique, c'est-à-dire un service que la nature va rendre à l'homme. Donc, finalement, alors bien sûr, toute la nature a plein de fonctions écologiques qui servent à l'homme, mais aussi pas seulement. Mais c'est les choix de cette nature que je vais introduire, ça va être des choix qui vont être véhiculés, structurés par l'objectif que l'homme en a derrière. Donc ça va être: je vais introduire de la nature pour produire quelque chose, donc par exemple des fruits, des légumes. Ça peut être aussi, je, souhaite, mettre, et réfléchir de la nature en ville pour, par exemple, diminuer la vulnérabilité de certaines zones face à des risques d'inondation. Et on voit ici que finalement la nature en ville, elle répond à plusieurs objectifs. Des objectifs que l'homme peut choisir et puis, qui répondent aussi à des besoins d'un territoire. Heu, alors Marie, elle le dit souvent et très justement, la nature en ville, c'est un levier au service de plusieurs politiques publiques, qu'on peut découper là encore, c'est pas fait exprès, en 3 parties. La première, c'est, l'adaptation au changement climatique et je pense qu'autour de ce webinaire, voilà, on est nombreux
l'avoir réalisé, la nature en ville, c'est un moyen qui nous permet de renforcer la résilience de nos territoires, notamment pour la lutte contre les îlots de chaleur. Heu, voilà, en pleine, canicule, entre, être dans une rue, totalement, bétonnée ou avec un superbe alignement d'arbres très anciens, qui ont un très bon, système racinaire qui leur permet d'aller capter l'eau et d'avoir une couverture végétale assez dense pour, faire alors à la fois une grande, une grande ombrelle, mais aussi, heu, c'est bien plus fin que ça parce que ça permet notamment de faire apparaître une circulation de l'air qui est différente que, dans des lieux où il n'y a absolument pas de végétation. Eh bien, notre ressenti est totalement différent. Donc c'est un allié, cette nature en ville, pour, la lutte contre ces îlots de chaleur, mais aussi pour la gestion. Alors on parle des fois de gestion intégrée des eaux pluviales, c'est-à-dire que la nature en ville, ça peut être, un levier pour se dire: les précipitations qui arrivent sur mon milieu urbain, il faut, qu'elles, intègrent finalement le plus vite possible, son écosystème d'origine. C'est-à-dire qu'elle soit, captée, en tout cas dans la plus grande partie possible, par, le sol qui accueille les précipitations et ce qui permet d'éviter qu'un grand volume d'eau, de pluie arrive sur nos sols, nos milieux urbains et puis finalement, traverse tous nos aménagements, potentiellement se retrouve avec se charge en pollutions diverses et variées et puis en plus sature tous nos systèmes d'assainissement. Ce qui fait qu'en général, il peut y avoir beaucoup plus de risques que, des eaux usées partiellement traitées ou non traitées arrivent dans le milieu et a un impact très fort à l'échelle du territoire, mais aussi, plus globalement. Heu, bon, le deuxième paquet, ça va être la préservation et la restauration de la biodiversité. C'est-à-dire que la nature en ville, alors oui, on est sur un périmètre en effet, u une échelle, aujourd'hui qui est assez fine, mais qui est, on va dire un petit cercle dans une maille territoriale bien plus vaste, dans une trame paysagère et finalement cette réflexion qu'on a de la nature en ville, même sur une petite échelle, peut être, intégrée dans, des contours, plus vastes et notamment reliés à des périmètres de protection de, différentes espèces ou différents habitats, qui ont des enjeux écologiques ou de biodiversité qui sont assez forts. Alors l'exemple peut-être le plus simple, là aussi que vous devez, enfin auquel vous devez être confrontés, c'est, la continuité écologique. On peut se dire que le milieu urbain et un cœur de ville, ça peut être aussi, un endroit, de passage, de déplacement de différentes espèces, d'un endroit à un autre, heu et qui est indispensable à maintenir, ou à rétablir pour le bon fonctionnement de cette espèce sur l'ensemble de son cycle de vie. Le troisième paquet, lié à la stratégie foncière, où là, la nature en ville, c'est un moyen aussi de réfléchir la sobriété foncière, et derrière, la mise en œuvre du zéro artificialisation nette parce que, c'est, potentiellement on peut prendre l'entrée sol, enfin c'est l'entrée la plus facile pour ce sujet-là et de se dire que, il y a des sols qui sont artificialisés dans notre périmètre et qui peuvent, pour lesquels on peut réfléchir à une renaturation et donc à leur redonner leur fonction, en tout cas plusieurs fonctions écologiques et donc réfléchir à ce qu'on peut appeler ce processus de désartificialisation. Donc voilà, pour la nature en ville, finalement, ça peut servir à tout un tas de politiques publiques qui sont pas disjointes, qui juxtaposent en partie ou totalement, mais ça peut être, un fil rouge à suivre et un levier pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et alors cette fois, promis, je ne vais pas être très longue, mais elles sont fortement soutenues au niveau national, que ce soit par, on va dire les plans, d'action qui n'ont pas une valeur réglementaire, mais aussi par, différents textes réglementaires. Pour l'adaptation au changement climatique, le document de référence, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, donc 3e. Pour la préservation et la restauration de la biodiversité, la stratégie nationale biodiversité, donc qui va
on attend la nouvelle stratégie nationale biodiversité avec impatience. Et puis la stratégie foncière, alors là, on n'a pas de document stratégique, on va dire, de référence, mais les textes réglementaires avec la loi climat et résilience de 2021, même si on attend encore beaucoup de décrets d'application, qui permettent de poser un premier cadre. Et puis alors toutes ces finalement au niveau national, ce sont des objectifs qui sont fixés, ce sont, des règles, un ensemble de corpus, réglementaire, mais il y a aussi associé à ça des moyens financiers. Alors avec le fonds vert notamment, qui, dès sa première version, a intégré en tout cas, 2 volets, et souhaite soutenir des projets sur la renaturation des villes et des villages et puis l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030, alors qui sera, pas, forcément dans la prochaine version fonds vert. Mais voilà, il y a des moyens financiers aussi pour cette thématique, pour la mise en œuvre, de tous les projets qui concourent à cette nature en ville. Au-delà même du fonds vert, avec, en ingénierie, notamment l'OFB, différents établissements publics, donc l'OFB, CEREMA, les ARB, et puis aussi pour financer après derrière le projet, donc des financements européens, des financements liés à l'agence de l'eau, alors pour tout ce qui est plutôt lié, au sujet milieu humide, continuité écologique, les collectivités locales diverses à différents échelons et puis, également des acteurs privés. Et ce qu'on voulait faire pour démarrer aussi, ce temps d'échange, c'est de se reposer sur, différentes définitions, parce que, on s'y perd un petit peu entre les différentes notions, entre végétaliser, désimperméabiliser, désertificialiser, renaturer, restaurer et on vous proposait, des définitions qui peuvent être, bien sûr perfectibles, mais qui permettent d'utiliser un langage commun, en s'appuyant notamment sur le travail fait par, l'ARB Île-de-France, qui a fait un très beau travail sur ces aspects de définition. Alors, on voulait vous en donner 3 notamment. Végétaliser. La végétalisation, ce qu'on peut mettre dedans, c'est que c'est un processus volontaire de replantation, c'est de la nature qui va être hors sol. Bon, c'est assez facile à installer, à désinstaller, il y a une réversibilité très grande et ça a plutôt, une fonction de, apporter de la fraîcheur, améliorer le cadre de vie, favoriser la biodiversité, alors notamment les oiseaux, les pollinisateurs et puis on peut ajouter tout un tas d'insectes, également. La deuxième définition, c'est la désimperméabilisation. Qu'est-ce qu'on entend par là? Heu, Derrière cette définition, c'est ni plus ni moins qu'on passe d'un sol qui est imperméable à la base, à un sol qui est perméable, donc qui va laisser, passer l'eau. Ce qui fait qu'on voit que derrière, il peut y avoir une très large palette de projets, liés à la désimperméabilisation. Ça peut être simplement simplement, ça peut être on change un revêtement, qui est imperméable à la base en un revêtement poreux, qui laisse passer cette eau-là, mais qui n'est pas forcément directement de la pleine terre. Mais ça peut l'être aussi, ça peut être, j'enlève ma dalle de béton et puis je laisse, heu, un surface en pleine terre, qui permet notamment d'accueillir les eaux et puis de jouer ce rôle, cette fonction du sol, d'infiltration des eaux pluviales vers, les nappes d'eau souterraines notamment. Alors cette désimperméabilisation, elle peut être utile pour, ce qu'on se disait tout à l'heure au début, la gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle. Ça peut être aussi, bien sûr intégré, à une logique de, lutte contre les îlots de chaleur. C'est quelles zones j'enlève, je crée finalement des zones de fraîcheur et puis il y a aussi bien sûr, si on laisse, un milieu en pleine terre, il peut y avoir une réflexion sur l'habitat, que et les fonctions associées, et donc être, intégré à une réelle réflexion sur, la préservation d'un ou plusieurs cortèges d'espèces. Et puis, encore une fois, c'est presque toujours le cas, l'amélioration du cadre de vie, finalement. Une troisième définition, liée à la renaturation. Alors, renaturer, nous, on le prend et puis on prend la définition la plus large.
qui est un retour à l'état naturel ou semi-naturel d'écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par les activités humaines. Dedans, on inclut aussi la restauration, même si, il y a un degré entre les 2. Il y a, souvent la distinction est que, la restauration, on part, d'un état écosystème dont les fonctions sont altérées, mais qui sont quand même, des fonctions qui sont proches de leur fonction d'origine. Alors que la renaturation, c'est vraiment on part d'un sol, totalement artificialisé où il y a les fonctions d'origine sont vraiment plus présentes et où on va, presque recréer un habitat, de toutes pièces. Cependant, donc voilà, on fait un gros paquet et puis alors c'est vrai que là, c'est un petit peu, finalement renaturé. On voit que sur le périmètre qui nous concerne aujourd'hui, c'est pas le cœur du sujet, mais que ça peut être quand même, appréhendé et réfléchi, notamment sur des espaces que sont les friches et qu'on définira par la suite. Voilà Marie, je crois que j'ai fait le tour pour cette première partie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'était très clair. Merci beaucoup, Alexia. Merci de ces éléments. Je vois qu'il n'y a pas eu de questions. J'espère que voilà, qu'on ne frustre personne en passant à l'étape suivante. Maintenant, vous avez toutes les définitions en tête et que toutes les notions sont claires. On va pouvoir rentrer peut-être dans le détail des retours d'expérience des missions en s'intéressant tout d'abord à la question des diagnostics. Comment est-ce qu'on fait un diagnostic? Enfin, que comporte un diagnostic sur la place de la nature en ville à l'échelle d'un centre-ville? Et donc, vous allez voir les différents éléments qu'a évoqué Alexia, se retrouvent dans ce travail de diagnostic. Finalement, il y a deux choses peut-être à retenir dans cette logique de diagnostic avant de rentrer dans le détail. C'est que d'abord, il y a une logique d'échelle. On va raisonner en entonnoir en partant d'un territoire très large pour rentrer jusqu'au territoire d'intervention et au site du projet. Et on va raisonner en lien avec les thématiques, en lien avec les politiques publiques qui vont présider à la démarche et aux politiques publiques. Et en fait, le diagnostic va comporter certains paramètres qui répondent à ces enjeux de politique publique. Donc évidemment, enfin, tous ceux qui font du développement territorial connaissent ça par cœur. Effectivement, le diagnostic va toujours commencer par des questions de contexte et à la fois un contexte qui va être géographique, biologique, écologique du territoire et un contexte en matière de politique publique et notamment de planification en route sur le territoire. Donc, je vais vous donner un exemple de mission qu'on a réalisée à Maubeuge. Alors, on est dans une ville vraiment dans un bassin industriel, une ville qui est pour le coup très, très minéralisée, une ville de la reconstruction, enserrée dans le centre-ville et enserrée dans des remparts vauban. Et voilà, le diagnostic, avant de rentrer justement dans cette zone de l'hypercentre très dense, s'est intéressé à une réflexion beaucoup plus large en disant aujourd'hui, le territoire de Maubeuge, il est au niveau d'un parc naturel, le parc naturel de la Vénois, il est situé sur la vallée de la Sambre, il s'inscrit dans un certain nombre de zonages qui témoignent de protection de la biodiversité, qui sont liés au réseau Natura 2000, à des arrêtés de protection du biotope, à des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique. Donc, on a effectivement toute une richesse du territoire en matière de biodiversité qui a été identifiée dans ce paramètre, toujours dans cette logique d'entonnoir. Donc, après avoir vu les zones, l'élément suivant du diagnostic, ça va être les différentes continuités. Les différentes continuités écologiques, les éléments de trame verte et bleue qui structurent le territoire. Et ça, finalement, ça va être central dans le cas de Maubeuge, dans la problématisation du diagnostic et dans la stratégie qui va suivre. Parce que, clairement, ce qui ressort du diagnostic, c'est qu'on est sur un territoire qui est hyper fragmenté, sur lequel il est difficile de tracer des continuités écologiques, parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures routières, on est sur un bassin très industriel, et donc en fait, cette fragmentation, ça va être le paramètre numéro 1 à prendre en compte dans la réflexion. Donc ça, vraiment, c'est vraiment sur le volet diagnostic territorial. Et finalement, la deuxième partie du diagnostic, elle va être beaucoup plus orientée vers les politiques à l'œuvre. Et donc là, clairement, dans le cas de Maubeuge, la question qui a été essentiellement traitée dans le diagnostic, c'est l'articulation avec les différents documents de planification et notamment le PLU intercommunal. Ensuite, on en rentre vraiment comme je le disais, dans une logique en entonnoir et on va aller davantage sur un diagnostic qui est centré centre-ville, pour le coup, et qui va répondre à différentes préoccupations de politique publique. Donc la première
préoccupation de politique publique et ce que Alexia a évoqué, c'est effectivement la question de la lutte contre les îlots de chaleur. Dans l'ensemble des missions Green qu'on a réalisées, il y a beaucoup de villes. Au départ, c'était effectivement des villes du sud de la France. Ça a été Bastia la première, ça a été Carpentras ensuite, ça a été Cavaillon. On a mené un certain nombre de diagnostics qui étaient orientés îlots de chaleur et ensuite proposé des solutions de végétalisation qui visait à répondre à ce phénomène. Et donc, en fait, ces missions, elles sont intéressantes parce qu'elles passaient par plusieurs niveaux. D'abord, un niveau qui était un diagnostic qui était réalisé, on va dire, en chambre. Et qui croisait plusieurs paramètres. Une première analyse qui était une analyse climatique, évidemment, en fonction du sens du vent, en fonction de la température, comment le climat va impacter le centre-ville. Et plusieurs paramètres étaient croisés avec cette analyse, des éléments qui sont liés aux caractéristiques du bâti. Là, dans le cas de les éléments que j'ai présentés, ça concerne le centre-ville de Carpentras. Donc, on est sur une ville méditerranéenne avec des toutes petites rues assez étroites, finalement avec beaucoup avec du matériel qui reflète la lumière et sur lequel il va faire très chaud. Donc le deuxième élément, c'est vraiment le matériau et la morphologie urbaine qui sont à prendre en compte en fonction de l'orientation des rues, en fonction de la structure urbaine. L'effet îlot de chaleur va être plus ou moins marqué. Et le troisième élément de ce diagnostic global qui est mené, c'est effectivement la place de la végétalisation. Donc finalement, c'est une solution pour la lutte contre les îlots de chaleur, mais dès le départ, c'est vu comme un paramètre d'analyse. En fonction de la place des végétaux, le nombre d'arbres, etc., le phénomène va être plus ou moins amplifié. Ça, c'est la première étape de ces diagnostics. Et ensuite, les missions, elles ont complété ce diagnostic global par quelques mesures sur place et puis en plus des entretiens avec les personnes qui étaient en centre-ville pour qualifier et compléter le ressenti. Peut-être une précision, là c'est vrai donc c'était une méthode qui n'était pas basée sur des mesures systématiques, qui était vraiment un premier diagnostic et des mesures ponctuelles de vérification, mais vous pouvez être confronté dans d'autres cas, un certain nombre de sociétés qui permettent des diagnostics beaucoup plus poussés, qui utilisent beaucoup de capteurs qui permettent de faire des mesures précises, qui utilisent des données satellitaires. Et donc, en fait, aujourd'hui, là, on est vraiment sur un premier diagnostic qui permet d'identifier le phénomène, mais on sait qu'il existe, on n'a pas utilisé, mais il existe d'autres outils qui utilisent beaucoup de données qui permettent de qualifier beaucoup plus finement le phénomène. Ça, c'était une petite parenthèse. Et donc, en fait, ce travail du diagnostic, il va permettre d'identifier, alors, pour le coup, le terme est peut-être bien trouvé, mais des points chauds, ou en tout cas des sites sur lesquels le phénomène est particulièrement marqué et particulièrement représentatif du phénomène, et sur lequel on va réaliser l'analyse, identifier en tout cas des formes urbaines et des sites représentatifs qui sont le plus touchés par ce phénomène pour analyser les différents paramètres et proposer un plan d'action. Le deuxième type finalement, d'entrée thématique, on va dire, ou d'entrée sur le diagnostic, c'est la question de la biodiversité. Dans les faits, en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés sur les villes, sur la connaissance de la biodiversité. Beaucoup d'entre vous ont déjà ou sont engagés dans la réalisation de l'Atlas de la biodiversité communale. Donc, c'est finalement la connaissance systématique de la biodiversité en ville. euh, Elle est de mieux en mieux et de plus en plus connue. Là, l'idée, c'est vraiment pas d'être exhaustif, mais vraiment de croiser dans le diagnostic des éléments de connaissance de la biodiversité pour vraiment avoir une réflexion globale et intégrée sur la nature en ville et qui intègre ce paramètre-là. Et donc là, ce type de diagnostic, il va intégrer, là aussi, en fait, on a toujours le même logique de réflexion. On va réfléchir d'abord aux formes urbaines en disant, alors par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une mission qu'on a réalisée à Morlaix. Donc, premier travail du diagnostic, ça a été vraiment de dire quelles sont les formes urbaines dans lesquelles cette biodiversité va se déployer. Donc, dans le cas de Morlaix, vous le savez, on est dans le cadre d'une ville haute sur lequel on a plutôt du tissu plus détendu, plus pavillonnaire, une ville basse qui est très dense, un fond de vallée qui est assez imperméabilisé. Il y a une partie des cours d'eau qui sont recouverts, enfin qui sont canalisés, qui se voient recouverts, des parkings. Donc on est sur un environnement très minéral.
Et ça a été finalement, le point de départ du diagnostic avant de se poser la question de, voilà, dans cet espace-là, quelles sont les formes de la biodiversité? Est-ce que finalement, quels sont les différents milieux qu'on peut trouver sur le périmètre de Morlaix? Donc, il y a quand même des milieux boisés, il y a des milieux des jardins, il y a des milieux aquatiques, parce qu'on a un cours d'eau. Et donc, première étape, le diagnostic des milieux. Et étape suivante, un diagnostic qui est beaucoup plus centré sur la présence des espèces, sur la faune, la flore. Et donc là, ces diagnostics, ils sont réalisés toujours en deux temps. Un diagnostic assez quantitatif, disons, qui est fondé sur les études en cours, sur l'Atlas de la biodiversité ou sur d'autres études qui auraient pu être réalisées, et ensuite sur des visites de terrain pour pouvoir objectiver ou référencer ces différents paramètres, enfin ces différentes formes de biodiversité. Peut-être dernier point aussi, ce travail sur la biodiversité, il a aussi un intérêt, c'est qu'il permet aussi de mettre en évidence cette forme de vulnérabilité de la biodiversité sur le territoire, à la fois parce qu'on a des écosystèmes qui sont plus fragilisés ou parce qu'on voit arriver, on observe l'apparition de certaines espèces exotiques et envahissantes qui sont de plus en plus présentes dans nos villes et qu'il faut aussi prendre en compte dans le diagnostic, dans les actions à mener. Dernier élément de diagnostic sur lequel je voulais revenir, c'est de dire, finalement, voilà, on a analysé le volet climatique, on a analysé le volet biodiversité. Finalement, il y a un dernier paramètre, c'est de dire quelle est la place globalement de la nature en ville, indépendamment de ces problématiques, dans le cadre de vie, sur l'ensemble du centre-ville. Et en fait, dans le cadre des missions de Green+, il y a vraiment des missions, et la plupart des missions, d'ailleurs, elles étaient vraiment problématisées ainsi. Quel est notre potentiel de végétalisation de notre centre-ville? Quelle est la place, enfin, comment est-ce que je peux considérer la place des espaces verts ou l'espace des espaces de nature dans mon centre-ville et comment renforcer cette place-là? Et en fait, ça a été vraiment le point de départ. Je pense que c'est un point de départ qui était quand même très lié à la réflexion d'Action Cœur de Ville, qui était une réflexion sur le cadre de vie. Enfin, une réflexion qui est beaucoup sur le cadre de vie, sur les conditions enfin, le fait de rendre le ville plus agréable pour donner envie de le fréquenter davantage. Et donc, je pense que c'est pour ça que ces missions orientées potentiel de végétalisation ont été les plus présentes. Et donc là, ce diagnostic, il est très orienté vers la détection des différentes formes de nature en ville. Alors, je vais vous donner un autre exemple, qui est l'exemple de Mont-de-Marsan. Donc, le travail qui a été fait à Mont-de-Marsan, il était vraiment orienté là-dessus. Quel est le potentiel d'espace, le potentiel de nature en ville sur le territoire? Et donc, quand on regarde le diagnostic, c'est assez intéressant. Premier volet du diagnostic, c'est la place de l'eau. Alors à Mont-de-Marsan, on est quand même sur un site de confluence, avec un réseau hydrographique assez riche, avec 3 rivières. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ça a été d'identifier quels sont les principaux espaces verts, les principaux jardins. Et dans le cadre de Mont-de-Marsan, ils sont plutôt situés au nord de la ville. D'ailleurs, on le voit sur la diapo. Donc, on voit la confluence, les différentes rivières, les espaces verts plutôt au nord, et les autres espaces qui sont beaucoup plus diffus dans le centre-ville. Ce qui était intéressant dans ces diagnostics, c'est que voilà, on a cartographié les espaces de nature, mais ça a été croisé avec des analyses qui sont plutôt des analyses d'isochrone, de temps d'accès. C'est pas tout d'avoir un espace parfois loin, il faut qu'il soit accessible facilement. Il faut que pour une personne qui fréquente le centre-ville, il puisse y accéder sans aucun problème. Donc ça a été le premier point de départ du diagnostic, c'est état des lieux de l'existant. Le deuxième paramètre, c'est finalement quel est le potentiel. Alors, premier enjeu, on va améliorer cet existant, mais le second enjeu, c'est aussi de voir est-ce qu'il y a des espaces qui ne sont pas aujourd'hui des espaces de nature ou qui sont insuffisamment des espaces de nature et qui pourraient être davantage confortés dans cette fonction-là. Et donc, les missions ont également permis d'identifier un certain nombre d'espaces minéralisés exploitables et d'essayer de définir en quoi ces éléments sont exploitables. Et en fait, le premier, c'est il y a une volonté politique de faire, évidemment, volonté d'intervenir sur cet espace, mais au-delà de ça, c'est identifier un certain nombre de contraintes qui vont peser sur ces espaces et qui vont rendre plus ou moins facile
le fait d'intervenir. Les contraintes, vous les connaissez, sont les contraintes techniques, la présence des réseaux, des contraintes qui sont liées aux questions archéologiques, enfin, à la nécessité ou non de faire de fouilles archéologiques, la présence d'un site patrimonial remarquable, l'intégration de ce site dans un site patrimonial remarquable qui va conditionner, faciliter ou au contraire limiter les possibilités de transformation. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de pouvoir croiser ces différents périmètres pour se dire, voilà ce qu'on a, voilà là où on pourrait intervenir, pour se dire bah, comment on pourrait intervenir et en quoi cette intervention, elle s'inscrit dans finalement la réflexion plus globale et les enjeux stratégiques du centre-ville. C'est-à-dire, dans le cadre, l'idée c'est de se dire, on va en faisant ce diagnostic global sur la place de la nature en ville, on va identifier, des enjeux de continuité écologique, des enjeux de lutte contre les îlots de chaleur, des enjeux de préservation de la biodiversité et finalement ce potentiel de végétalisation, il va répondre à ces différents enjeux en disant: «Bah, il fait très chaud sur cette place-là, elle est très minérale, bah, justement c'est là-dessus qu'on va agir aux priorités». Dans notre diagnostic sur la biodiversité, on identifie des continuités écologiques qui s'inscrivent dans un territoire plus large. Bah, c'est pour conforter ces continuités écologiques qu'on va aller intervenir sur ce site en particulier. Donc effectivement, sur la végétalisation, trois paramètres, les enjeux stratégiques, les contraintes techniques et effectivement et qui vont conditionner la volonté politique de faire. Donc je me propose d'en terminer sur ce volet diagnostic. Alexia, est-ce que tu veux proposer quelques éléments un petit peu de relecture ou des éléments de synthèse ou est-ce que tu veux voilà, compléter ou au contraire dire que j'ai dit n'importe quoi? N'hésite pas. Non, Marie, tu as tout dit, mais ce que je peux faire, c'est peut-être, faire une synthèse en une Oui, en une phrase, de toutes ces informations que tu as dit sur les diagnostics. Ce que j'ai pardon. compris, c'est que ça permet en fait de croiser à la fois d'un côté les besoins territoriaux, notamment sur ces espaces-là, et puis, les objectifs poursuivis. Donc, tu parlais de la résilience territoriale, tu parlais de la place du cycle de l'eau sur ces espaces. Et puis d'un autre côté, les possibilités, j'ai envie de dire environnementales parce que c'est, lié à la thématique biodiversité, mais aussi à la thématique eau. Heu, les possibilités environnementales qui sont possibles sur ces zones-là, du fait, du milieu urbanisé que l'on traite. Et que le croisement de ces 2-là, finalement là où on veut aller et puis, les possibilités vues de là où on part, c'est un peu ce cheminement, qui nous permet de se dire qu'on a un diagnostic qui nous permet d'avoir une programmation d'action, pertinente. Merci beaucoup. C'est extrêmement clair. J'ai pas du coup, j'ai pas vu les échanges dans le chat et du coup, je n'ai pas abordé la question de l'agriculture urbaine dans la présentation. Effectivement, enfin là, on a eu quelques missions qui ont traité de ce sujet, en tout cas, mais c'était pas le sujet central. En tout cas, c'était l'idée de se dire, dans la mise en valeur, de la nature en ville et dans la mise en valeur des services rendus par la nature en ville, il y a dans certains cas aussi l'idée de valoriser, voilà, des services productifs à travers la question de la nature en ville. Aujourd'hui, c'est souvent, enfin, en tout cas dans les villes Action Cœur de Ville qu'on a suivies, c'est souvent des petits espaces qui ont surtout une vocation qui est plus pédagogique. Enfin, en tout cas, moi, dans les projets que j'ai vus, qui étaient davantage pédagogiques que purement productifs, nourriciers, etc. Mais je sais que c'est pas du tout représentatif des démarches qui sont dans nos territoires. Est-ce que tu veux préciser quelque chose, Alexia, sur ce sujet ou Non, pas à ce stade, j'ai pas d'éléments supplémentaires à ajouter. Très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, oh, pardon, si je coupe mon micro, ça va être compliqué. On va passer peut-être à la 3e partie de la présentation en se disant: «Bah, voilà, maintenant on a enfin, on a fait notre diagnostic, on a nos orientations, on a notre direction. J'aime beaucoup la manière dont tu le dis, Alexia, les orientations, notre direction et nos possibilités. Donc on sait là où on veut aller et maintenant, bah, dans le où on veut aller, c'est sur quel site en particulier on va pouvoir aller. Donc là, on va rentrer à un niveau plus fin, c'est quel type d'espace, quels sont les types d'espaces de la nature en ville. Donc bon, j'ai fait une tentative de typologie sur la base
Là aussi, des rétex, des missions se gagnent plus. Et le premier élément qui est peut-être le plus évident, où est-ce qu'on fait de la nature en ville? Bah, sur les espaces publics. Évidemment, puisque ce sont des espaces qui sont maîtrisés par la collectivité, puisqu'on est sur des espaces publics, et sur lesquels les gains en matière de qualité de vie sont immédiats ou peut-être les plus évidents. Donc là, dans la petite typologie, dans les espaces publics, il y a peut-être une petite typologie encore plus fine qu'on peut proposer. Finalement, les premiers espaces de la nature en ville, c'est peut-être un peu à la fois une évidence et à la fois pas tant une évidence que ça, c'est la question des squares et des jardins publics. Moi, dans la première mission, SGRIM qui a été réalisée, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que, le prestataire nous disait: «Mais en fait, la biodiversité est beaucoup plus présente dans le cimetière de la ville que, dans le principal jardin, du centre-ville». Parce que c'était un jardin qui était un jardin à la française, très organisé, très aménagé et où finalement il y avait peu de biodiversité. Et en fait, c'est peut-être aussi pour ça que se poser la question de renforcer la part de nature dans les espaces, dans les jardins et dans les espaces verts, elle est intéressante parce qu'on a peut-être une culture française du jardin de la nature environnementale dans les jardins qui correspond pas toujours à des objectifs de biodiversité. Et en fait, c'est un exemple assez intéressant qu'on a accompagné à Mende, où on était vraiment dans cette configuration-là. On avait un jardin, un square, le square du Bressal, qui était en bord de Lot, qui était un endroit qui était très peu fréquenté, qui n'était pas très bien situé par rapport au centre-ville et surtout qui était très peu qualitatif. Finalement, c'était un espace qui était assez nu, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, c'était un petit peu, voilà, c'était pas très agréable et finalement, il jouait pas son rôle ni récréatif, ni, ni de refroidissement, on va dire, parce que justement, c'était un jardin, mais qui était pas un espace vert. Et donc là, toute la réflexion a été en plus, qui était situé en bord de rivière, donc en plus, qui aurait pu bénéficier aussi de l'effet, de la présence de la vallée du Lot. Et donc tout l'enjeu de la mission, ça a été de dire, bah, voilà, comment on peut engager une réflexion et un réaménagement de ce square pour permettre, finalement de renforcer la place de sa nature, accorder une place plus grande au végétal et en faire un vrai lieu de repos pour les habitants du monde. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, finalement, l'espace le plus évident, les espaces publics les plus évidents, ce sont les places, les lavoiries. Euh, pour lequel finalement il y a quand même beaucoup d'interventions publiques, hein, dans le cadre d'Action Cœur de Ville. On le voit bien, les interventions de requalification, de remise en qualité des espaces publics sont très nombreuses. Donc voilà, moi je considère vraiment que c'est une opportunité, le fait de requalifier ces espaces publics, de se poser la question de est-ce qu'il ne faut pas planter des arbres, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la nature du revêtement pour repenser la place du végétal, la place de l'eau. En fait, je vous donne un exemple de mission qu'on a réalisée sur ce type de réflexion, c'est à Laval. Alors à Laval, on a fait un diagnostic sur 17 des places du centre-ville. En fait, il y en avait d'autres, mais c'est celle sur laquelle la ville avait souhaité intervenir en priorité. Et en fait, justement, tout le travail, ça avait été de les accompagner dans la priorisation des interventions sur les différentes places, en disant, bah voilà, enfin, techniquement, je veux intervenir partout, mais je sais pas, je pourrais pas intervenir dans la temporalité du mandat partout. Où est-ce que ça a le plus de sens d'intervenir et où est-ce que c'est le plus facile? Et donc, du coup, ce diagnostic des 17 places, il a porté à la fois sur quelles sont les caractéristiques du site, quelles sont les caractéristiques en termes de réseau, en termes de revêtement, en termes de perméabilité des places, d'où est-ce qu'on part, et en termes de diagnostic, en termes de présence de la végétalisation, et comment, là où c'est le moins coûteux, là où c'est le plus facile d'agir et là où on peut avoir des résultats les plus faciles rapidement. Et donc, c'est vraiment sur cette base-là qu'a été fait la priorisation. En identifiant vraiment les différents paramètres et en les mettant en vis-à-vis pour savoir sur lesquels la ville peut intervenir. Et dans les faits, c'est quelque chose qu'on a vu aujourd'hui. La ville de Laval, ils ont engagé des travaux. Il y a certaines places, y compris parmi les plus importantes du centre-ville, qui ont vraiment fait l'objet, par exemple la place du 11 novembre, qui ont fait l'objet d'une réflexion globale et d'une vraie désimperméabilisation sur certaines parties pour avoir une gestion de l'eau beaucoup plus locale et de la plantation d'arbres. Donc, cette réflexion, elle a vraiment permis le passage à l'action.
Le dernier sujet, le dernier exemple d'espace public sur lequel je voulais revenir, c'est le sujet des parkings. En fait, je trouve que c'est vraiment intéressant cette question des parkings parce que quand je vois les missions sur la nature en ville, notamment la renaturation des places, enfin la végétalisation des places, on se rend compte qu'il y a souvent un conflit d'usage entre mettre plus d'arbres ou mettre plus de voitures. C'est, c'est quelque chose que dans les scénarios qui sont proposés, ça revient assez souvent. Et finalement, de se dire, on peut proposer un espace plus vert qui est à la fois un espace de stationnement. Je trouve que c'est une réponse assez intéressante et qui permet de problématiser le sujet différemment qu'à travers la question du conflit d'usage. En fait, il y a énormément de villes, enfin voilà, vous le savez, les nappes de parking, c'est vraiment des espaces imperméabilisés sur lesquels finalement il y a pas grand-chose, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'obligations sur le fait de poser des panneaux photovoltaïques, sur les ombrières, etc. Et donc finalement qui va dans le sens de plus d'imperméabilisation, alors qu'en fait on a beaucoup d'initiatives, beaucoup de villes qu'on a accompagnées et d'autres qui vont travailler sur la désimperméabilisation des parkings, sur la modification des revêtements, sur l'intégration entre les espaces de stationnement de plus d'arbres pour faire plus d'ombre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors, par exemple, on a engagé cette réflexion à Belfort, en fait, qui avait une réflexion globale sur la nature en ville. Et après, s'est dit, bah voilà, parmi les différentes actions que j'identifie, la désimperméabilisation des parkings, c'est une de mes priorités. Et en fait, ce qui est intéressant dans le projet de Belfort, c'est que finalement, ils ont joué sur le changement du revêtement et sur la gestion de l'eau à la parcelle, mais ils ont aussi travaillé sur l'ombre. Et on voit bien que derrière ce sujet, on a à la fois la réponse à un enjeu climatique, on va mettre de l'ombre sur les parkings, on a un enjeu, une problématique de gestion de l'eau, puisque ça permet d'absorber directement les eaux de pluie, et puis le fait d'intégrer davantage les parkings dans des continuités écologiques. Donc finalement, on répond vraiment à un sujet, on est vraiment dans un sujet transverse, multisectoriel. Peut-être dernier point sur les parkings, je pense que c'est un sujet dont on va parler de plus en plus à travers la question dont le gouvernement parle beaucoup de la redynamisation, enfin, de la transformation des entrées de ville et des zones commerciales d'entrée de ville, sur lesquelles il y a énormément de parkings et et qui sont perçus comme des espaces enfin, qui sont à juste titre perçus comme des espaces extrêmement perméabilisés et sur lesquels vous êtes de plus en plus incités à agir pour les densifier, pour les transformer, pour les redynamiser. Et clairement, cette réflexion sur la désimperméabilisation des parkings, je trouve que c'est vraiment un levier d'attractivité et un levier d'intervention sur ces entrées de ville et pour répondre à leurs différents enjeux. Deuxième typologie, deuxième espace sur lequel on intervient très couramment. Je pense qu'on pourrait là aussi passer des heures et il y a beaucoup de retours d'expérience que vous pouvez trouver sur la question, c'est évidemment la question des cours d'école. On est vraiment à la croisée entre la question sur les usages, sur voilà, la manière dont... Parce que c'est à la fois un espace de récréation pour les enfants, c'est souvent un espace pédagogique, c'est un espace qui est à la fois fermé et parfois ouvert sur la ville. Et c'est des espaces qui sont très minéralisés, en bitume, sur lesquels il peut faire très chaud, sur lequel finalement on a tendance à dire toute la place est occupée par le terrain de foot. Donc la réflexion sur la végétalisation et la transformation des cours d'école, la création des cours Oasis, elle est intéressante parce qu'elle répond à tous ces enjeux. Elle répond à des enjeux climatiques, elle répond à des enjeux de gestion de l'eau, elle répond à des enjeux pédagogiques parce qu'on peut faire toutes sortes d'activités avec les enfants sur le sujet, et elle permet de mieux réfléchir sur... euh, les jeux des enfants et la différente occupation d'espace. Donc, je ne rentrerai pas forcément dans le détail parce que c'est un exemple qu'on traite souvent, mais voilà, nous, typiquement, on a accompagné on a de plus en plus de villes qui nous ont sollicité sur des projets de renaturation des cours d'école. Souvent, elles profitaient des projets de rénovation énergétique des écoles pour poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la cour d'école. À ce titre-là, bah, il y a un certain nombre de missions qui ont été engagées pour définir. Alors, par exemple, on l'a fait à Thionville. Donc, il y avait une cour d'école qui était la cour Poincaré, de l'école Poincaré, qui était assez intéressante parce elle avait des accès
Elle avait des accès sur l'extérieur et en fait, l'aménagement qui a été proposé, on a fait tout un accompagnement pour proposer des éléments de programmation. C'est justement à la fois faciliter l'ouverture éventuelle de la cour, par exemple le week-end, et cetera, mais vraiment proposer une gradation dans l'aménagement entre les espaces pédagogiques et les espaces purement de jeu. Et il y a toutes des propositions d'aménagement qui ont été faites sur le changement des revêtements, sur l'installation le renforcement des lieux pédagogiques qui existaient déjà, mais en fait, il y a eu beaucoup plus de choses qui ont été développées. Cet espace pédagogique, il était alimenté par un récupérateur, il est alimenté par un récupérateur d'eau. Donc, il y a un certain nombre d'actions dans une logique systémique qui ont été pensées. Ce qui est intéressant peut-être sur cet exemple de Thionville, c'est que le cœur de la mission, elle a été aussi d'animer la concertation. On est sur un sujet qui concerne les enfants, on est sur un sujet, et donc surtout, donc il y a nécessité des éléments de concertation avec les enfants pour prendre en compte leur véritable usage du site. Il y a eu un diagnostic avec les personnels pédagogiques, avec les parents, parce qu'il y a toujours l'arbitrage, je voudrais bien que mes enfants aient plus de nature à l'école, mais c'est dommage parce que les pantalons sont plus sales, et avec l'ensemble, enfin, avec les services de la ville. Donc la mission, elle a aussi permis de faciliter l'appropriation de la démarche et la facilitation du consensus. Je passe à l'exemple suivant et je laisse Alexia commencer. Marie, il y a une question qui a été Oui, posée. oui, D'ailleurs, tout je ne à sais fait. pas si vous souhaitez prendre la parole, oui, directement. Ou sinon, je Ou sinon, réponds. on la lit. C'est totalement possible. Du coup, Marie, sur les parkings. Oui, alors, les parcs. Allez-y, j'ai vu que vous aviez allumé votre micro. Ah, Donc, pardon. excusez-moi. Je suis Sophie Richlicki, chef de projet Petite Ville de demain dans la Sarthe. Et en fait, par rapport à ce que vous avez exposé tout à l'heure sur les parkings, qui, en effet, il y en a beaucoup en entrée de ville et sur le besoin de requalification de ces entrées de ville et tout ça. Mais là, avec la loi d'accélération de production des énergies renouvelables, les parkings de plus de 1500 mètres carrés pour le moment, mais je crois que leur taille va diminuer rapidement. Les propriétaires se doivent de les couvrir d'ombrières photovoltaïques. Donc, je me disais, mais est-ce qu'on ne va pas à l'inverse de la notion de requalification, de désimperméabilisation? Alors, renaturation par rapport à la définition, maintenant, je ne suis plus très sûre que ce soit le bon terme, parce qu'on est quand même loin de revenir à un habitat qualifié, mais voilà, donc c'était ma question. Bah, c'est vrai que c'est un peu le sujet. Pour moi, c'est pas forcément incompatible. Et c'est en fait aujourd'hui, il y a de plus en plus enfin, en fait, on peut intervenir sur le revêtement du sol et sans poser, enfin, tout en le conciliant avec des ombrières photovoltaïques. Mais on sait qu'effectivement, ça correspond à des surcoûts qui sont très importants. Je pense qu'on est aussi sur des enjeux de zoning au niveau du parking. Et on va là souvent, enfin là, ce qu'on voit dans les projets de désimperméabilisation du parking, c'est qu'on n'est pas toujours sur des imperméabilisations globales et qu'on va intervenir d'abord sur les bords du parking, d'abord sur certaines zones. Et je pense que c'est aussi comme ça, les choses vont se faire progressivement et ça va être aussi sur, enfin, euh, enfin, ce qui va permettre de concilier des espaces couverts et des espaces directement enfin, directement sous la pluie, j'allais dire. Après, je sais que bon, alors, c'était dans d'autres cas, mais en fait, il y avait aussi des projets sur lesquels, enfin, des réflexions sur le fait qu'en fait, qu'il y ait des panneaux photovoltaïques et du végétal à côté, c'était pas incompatible, voire ça pouvait créer des interactions qui facilitaient les choses. Donc, je pense qu'on va avoir là aujourd'hui, la mesure, elle prend un peu, elle interroge un peu tout le monde. On voit les opérateurs de centres commerciaux qui te disent, ah, bah, c'est bien, mais comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va m'apporter de l'argent, etc. Donc, il y a aussi un enjeu de comment on trouve, enfin, on va avoir de plus en plus, je pense, de retours d'expérience sur ce sujet. Pas- Pour, et puis de toute façon, je pense que l'enjeu de la désimperméabilisation, l'enjeu, il est tellement présent, de plus en plus présent avec le ZAN, que on va nécessairement, je pense, aller davantage vers ces sujets. Oui, j'entends bien, mais c'est vrai que sur la loi APER, on a quand même, enfin moi je trouve que pour l'avoir pas mal étudié, Ouais, je trouve que la grande perdante, c'est quand même bien la biodiversité, parce que ouais, on ouais, bien parle pas sûr. Bah, oui, oui. c'est juste en aparté. Merci. Ah ouais, bah merci, oui, oui, non mais bon, j'espère que lors de la prochaine session, si on recommence cette webconf, on aura des rétex aussi qui permettront de nous donner des pistes. Alexia, je te redonne la parole.
Oui, tout à fait. Pour un autre espace qui rentre, sur lesquels on peut avoir des réflexions sur la nature en ville, alors c'est celui des friches. Là, on s'est dit, l'ensemble des friches qui peuvent être présentes dans le périmètre, donc ça peut être des friches à la fois urbaines, bon industrielles, c'est peut-être plus rare, j'imagine, Marie, des friches, Ouais. commerciales, les friches agricoles, je les écarte pour le coup de manière assez certaine. Qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est des terrains qui ont perdu leur fonction, leur vocation, heu, qu'elle soit initiale ou une fonction qu'elles ont eue à un instant T. Et donc ce sont des espaces vacants finalement, sur lesquels il y a plus de fonction ou d'usage déterminé, qui sont donc, un potentiel, vivier sur lequel on peut réfléchir et notamment la place de la nature en ville. Alors, ce qui est, la question des friches, c'est aussi, et là, peut-être, encore plus fortement, de quel état de départ, on on commence les réflexions. Si on a des friches avec des sols qui sont particulièrement pollués, heu je pense la première question à se dire, c'est, cette petite parcelle, enfin cette friche, elle s'insère dans quelle, trame paysagère et sur à quels enjeux elle est le plus reliée? Alors, pour prendre un exemple, pour que ce soit plus compréhensible, si j'ai une friche, qui va être, heu, par exemple, à proximité d'un point de captage en eau, qui alimente, en eau potable, enfin, sur laquelle dépend fortement une collectivité et dont, les sols sont fortement pollués. Une réflexion, tout de suite sur, on va dire, le devenir de cette friche peut être réfléchie par rapport à la menace qu'elle représente, en termes d'enjeux environnementaux. Et puis peut-être que là, on va aller sur, plus facilement même sur des opérations qui vont être très coûteuses, mais qui finalement, vont faire gagner, beaucoup de services écosystémiques, à la collectivité. Donc je pense que sur ces friches, plus que jamais, on a cette double réflexion entre nos possibilités, et les objectifs qu'on poursuit et que pour se poser, vraiment cette question-là, il faut, étudier l'interaction de cette parcelle, de cette friche avec l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, j'ai parlé de l'exemple de l'eau, mais c'est aussi, la connexion de la place de cette friche au sein de la vie, du bassin de vie, urbain, enfin aussi des fonctions urbaines associées. Et je pense que Marie, tu as un exemple, Mais qui colle pour ça. exactement avec ce que tu viens Ah, d'indiquer. Donc ça parfait. tombe très, très bien. Alors c'est un exemple qui a été mené alors pour le coup, ça colle presque parce que c'est une friche horticole pour le coup. On était en centre-ville de Pithiviers. Alors c'est un territoire sur lequel il y avait beaucoup d'activités de cette nature-là, vraiment autour de la rivière en fait, non, pardon, je recommence. En fait, la ville de Pithiviers, elle longe une rivière qui s'appelle l'Euf, en fait, qui était entourée d'activités productives, d'activités industrielles et d'espaces privés. Et il y avait sur un site des anciennes serres. Et au moment de la cessation des activités, la ville a souhaité acquérir ce site de cette ancienne friche horticole, enfin de cette ancienne serre horticole. Et en fait, l'enjeu, il était double. Il était à la fois de se dire, on a une friche sur laquelle finalement, il y a des activités de restauration à mener, mais qui n'est pas entièrement imperméabilisée, entièrement bâtie. Et on a un enjeu qui était l'enjeu stratégique derrière. Il n'était pas simplement créer un espace vert sur cette friche, il était de créer un premier accès à cette rivière et d'engager une réflexion sur l'accès aux berges de la rivière sur lequel la collectivité avait peu la main. Et donc, tout le travail de programmation, il a été aussi de travailler sur l'interaction entre la friche et les espaces aquatiques et les milieux aquatiques, justement dans cette logique-là. Après, sur la mission, il y avait quand même des serres qui étaient localisées, donc on avait quand même des éléments bâtis. Et c'est vrai que très vite, la question s'est posée de dire, bon, comment je vais construire, enfin, quel est mon cahier des charges sur la dépollution? Quel est mon cahier des charges sur la démolition des serres? Et en fait, là, c'est la phase qui est en cours aujourd'hui. Peut-être je passe à Oui,
Parce que je vois l'heure Marie, qui je me tourne. disais, Oui. j'ai peut-être... Ah oui, en effet. Non, mais passons alors à la suite. T'as raison. Mais comme on parle de berge, je ne sais pas si tu veux peut-être... Va peut-être dire un mot. Voilà. Sur la reconquête des berges, l'aménagement des cours d'eau, alors là aussi, ça peut avoir vraiment prendre différentes formes parce que les cours d'eau, c'est associé à beaucoup de fonctions urbaines, notamment, hein, c'est souvent des axes de circulation. Ça a une importance, un lien très fort avec le cadre de vie. Euh, et au-delà de ça, il y a tout un nombre de fonctions écologiques de ces espaces qui sont, qui rendent vraiment cette réflexion autour des berges et de l'aménagement des cours d'eau très intéressante. Parce que c'est introduire, enfin, c'est en tout cas réfléchir une continuité écologique, ce qu'on appelle les trames bleues, tous les écosystèmes qui sont associés aussi, alors, à certains cours d'eau. Et puis, c'est aussi potentiellement des réflexions qui croisent la gestion des risques inondations. Il peut y avoir, souvent on a par exemple un cours d'eau qui va être canalisé en entrée de ville, sauf que bah, le dimensionnement soit n'était pas fait de manière pertinente, soit avec les évolutions et changements actuels, eh bien, il n'est plus adapté. Et ce qui fait qu'il peut y avoir à répétition des inondations en entrée de ville et qu'une réflexion sur l'ouverture des cours d'eau, presque contre-intuitivement, peut aussi permettre de diminuer les risques d'inondation sur des zones pourtant sur lesquelles il y a énormément d'enjeux d'aménagement également. J'ai un exemple là-dessus, Voilà. puisqu'en fait là on vient de signer une convention avec la ville de Morlaix justement là-dessus. En fait, ils ont un certain nombre de fleuves côtiers qui étaient entièrement canalisés, voire couverts par endroits, et sur lequel elle a engagé toute une réflexion de complètement réouverture et de réaménagement qu'on va accompagner. Je m'en tiendrai à cet exemple. Mais en fait, effectivement, on en a d'autres qu'on voit beaucoup et des interventions qui sont orientées à la fois sur la lutte contre l'érosion des berges, sur l'amélioration du cadre de vie. On est vraiment sur un sujet, là, à nouveau, très transverse. Dernier sujet sur la typologie. Je vois qu'on a beaucoup parlé, donc je passerai peut-être assez rapidement, mais je pense qu'il est important de le souligner. C'est de se dire, bon, bah, très bien, on a parlé des espaces publics, des espaces maîtrisés tout ou partie par la collectivité ou potentiellement maîtrisables par la collectivité, comme les friches. Et en fait, il y a un certain nombre également qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte aussi les espaces privés. Là, je vais vous donner un exemple sur ce qui s'affiche. La diapo, elle présente des éléments extraits d'une mission réalisée à Villeneuve-sur-Lot. J'ai trouvé que c'était très révélateur, cette restitution, parce qu'en fait, si on regarde le plan du centre-ville, donc Villeneuve-sur-Lot, on est une ville du sud-ouest, une bastide médiévale entourée de boulevards urbains. Il y a le Lot qui traverse la ville, mais on est quand même sur une ville très minérale. En fait, le diagnostic qui a été réalisé, il m'a frappé parce que quand on regarde le pourcentage, enfin la superficie des espaces végétalisés, des espaces verts sur le territoire, ben en fait, la plus grande surface, elle est occupée par des espaces privés. Et du coup, je pense que c'est hyper important dans une réflexion sur la nature en ville de se poser la question du statut de ces espaces privés. Je pense qu'on peut distinguer quand même deux types d'espaces, des espaces qui sont plutôt, on va dire, des espaces interstitiels, de la végétalisation de cœur d'îlots, ça peut être vraiment le cas dans ces territoires de Bastide, et d'autres cas de jardins privés qui appartiennent à des propriétaires privés ou institutionnels. Et je pense que c'est important de se poser la question de ces espaces dans la réflexion. Les leviers d'action, ils sont vraiment de nature différente. Sur les cœurs d'îlots, on se rend compte qu'il y a des villes qui, dans le cadre du PLU, vont insister sur cette préservation de la nature en cœur d'îlot. Alors on peut observer certaines tendances à la densification de ces cœurs d'îlots pour préserver des îlots de fraîcheur localisés en centre-ville. Et pour moi, le deuxième sujet, c'est de se dire, ben, en fait, ces espaces privés, c'est quand même beaucoup des propriétaires institutionnels. Ça va être l'hôpital, machin, ça va être telle entreprise. Et donc, typiquement, dans le cas de Villeneuve-sur-Lot, sur des espaces verts qui appartenaient au pôle de santé, ils ont mis en place une convention qui permet à la ville d'entretenir, qui permet au jardin d'être accessible
aux habitants en contrepartie de l'entretien par la ville de cet espace. Donc il y a aussi une dimension partenariale qui est à penser pour répondre à cet enjeu. Est-ce que, avant que je passe peut-être à la dernière partie, sur lequel peut-être je donnerai peut-être moins d'exemples, mais plus des grands jalons avec... Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que j'enchaîne? Si je propose d'enchaîner. Alors là, oui, maintenant, Alexia, est-ce que vous avez quelque chose à préciser ou j'enchaîne directement? J'enchaîne. Parfait. Alors là, vraiment, cette dernière partie, elle est plutôt fondée sur, voilà, on a raisonné en entonnoir, le diagnostic, une vision des différents sites. Et donc maintenant, dans les projets qui sont entrepris sur les différents sites qu'on a repérés, bah voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les premières étapes. Et c'est ça qu'on a accompagné via ces missions Green Plus, en se disant, bah voilà, la première étape, on a fait un diagnostic du territoire, on va faire un diagnostic détaillé du site. Évidemment, en identifiant à la fois ses caractéristiques urbaines, mais également ses contraintes, ses enjeux, ses opportunités. Je pense qu'à chaque fois, dans toutes les études, on voit la matrice AFOM qui est utilisée comme outil pour poser la base poser la réflexion stratégique et identifier vraiment les leviers d'action. Donc là, c'est quelque chose qu'on voit systématiquement. Je ne m'arrête pas nécessairement sur ce que c'est sur le diagnostic, sinon qu'effectivement, toujours la même chose. Il y a toujours une dimension historique, une dimension urbaine, une dimension liée aux outils de planification et un diagnostic qui va porter davantage sur les enjeux de nature, de biodiversité. Je ne m'y arrête pas. Le deuxième sujet, la deuxième étape, c'est vraiment de se poser la question dès le départ et très tôt dans la réflexion, poser les premières hypothèses programmatiques. Je me souviens que, en fait, pour moi, ça me semblait évident, mais en fait, je me rends compte que ce n'est pas nécessairement. Il y a beaucoup de villes qui s'engagent directement avec un maître d'œuvre en leur disant, voilà, moi j'ai envie de transformer cet espace, c'est à vous de jouer, c'est à vous de me faire des propositions. En fait, je trouve que c'est un petit peu dommage de passer directement à cette phase-là, que cette phase d'esquisse préalable, cette phase de plan guide réalisée en amont, elle a un effet, elle est très utile parce qu'elle va permettre de générer du consensus. Elle va permettre parfois de susciter de la concertation. Dans le cadre de Chinon, on a accompagné la végétalisation d'une place. Et en fait, clairement, les esquisses, elles ont été le support de la concertation avec les habitants pour justement tester les différents scénarios d'aménagement. Puis de toute façon, c'est pas du temps perdu parce que c'est des éléments qui sont annexés dans le cadre du cahier des charges pour les études de maîtrise d'œuvre. Donc c'est vraiment une étape qui me semble vraiment importante. Lié à ça, je viens d'en parler, la question des modalités de définir dès le début les modalités de sensibilisation et de mobilisation des habitants. J'allais dire de sensibilisation et de mobilisation également des services en interne, parce qu'on se rend compte que là aussi, on n'est pas sur des sujets qui font consensus. Qui relèvent souvent de l'intervention de plusieurs services. Je me souviens dans dans une réflexion qu'on a apportée avec la ville de Vannes, ce que nous avait fait part, ce que la ville nous avait évoqué, c'était de dire aujourd'hui, on veut identifier des sites pilotes, des rues un peu pilotes qu'on va désimperméabiliser pour aussi faciliter le dialogue entre des services qui étaient plutôt en charge des espaces verts, qui étaient favorables à cette végétalisation, et les équipes qui étaient en charge de l'entretien des réseaux, de l'entretien de la voirie, qui avaient une toute autre logique. Donc cette dimension de concertation, elle peut être aussi interne, évidemment. Mais on se rend compte que l'enjeu d'association des habitants, il est important, à la fois aux phases de conception du projet. Ça peut aussi prendre la forme d'action, d'information, d'action pédagogique en cours de réalisation et à l'issue du projet. Et on a de plus en plus d'initiatives qui visent à mobiliser des habitants une fois les projets réalisés. Donc on a beaucoup parlé des succès variés du permis de végétaliser et l'implication des habitants, mais en fait, je pense que cette implication, elle se pose aussi en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la mobilisation des espaces privés. En fait, se poser la question de la nature en ville, ça peut être aussi informer, faire des actions pédagogiques auprès des habitants pour que les jardins privés soient aussi et de plus en plus des espaces de biodiversité. Ça, là aussi, je passe un peu rapidement, mais en tout cas, c'est peut-être
un élément incontournable de toutes les études qu'on a réalisées, c'est qu'à chaque fois, il y a des éléments de comparaison, des éléments de boîte à outils, de retour d'expérience. On est sur un sujet sur lequel je pense qu'il y a quand même de plus en plus de villes qui entreprennent. Et je pense qu'il y a également de plus en plus de projets qui sont duplicables. Enfin, il y a beaucoup de sujets sur lesquels les projets métropolitains ne sont pas nécessairement duplicables sur des villes moyennes ou sur des territoires, enfin des villes plus petites. Et là, je pense que sur certaines opérations, on n'a pas cette difficulté. Je pense qu'en fait, l'aménagement d'une cour d'école, peu importe l'endroit, alors oui, c'est pas des villes qui ont les mêmes, enfin, pas des territoires où l'ingénierie est de même est aussi étoffée, mais en tout cas sur la nature des projets, je pense qu'il n'y a pas tant de différence. C'est pour ça que ces retours d'expérience, ça vaut le coup de les suivre, ça vaut le coup de les rechercher. Ensuite, dans les recos qui apparaissent dès le départ, dans l'émission, en fait, presque à côté des éléments de programmation qui sont proposés, très vite, on a des propositions sur la meilleure palette végétale. Et donc sur l'identification des plantes, sur l'identification des arbres qui pourraient être plantés. Dans certains cas, ça répond à des enjeux très, très important et qui constitue même l'intérêt à agir. On a fait une mission à Ajaccio où en fait la raison pour laquelle ils nous ont sollicités, c'est qu'en fait ils avaient un parasite qui s'attaquait aux palmiers du centre-ville et donc ils nous ont aussi sollicités en disant par quoi on peut les remplacer et comment on peut, puisque nos palmiers sont détruits par ce charançon rouge, comment est-ce qu'on peut repenser la place des arbres dans notre centre-ville pour proposer autre chose, vu que ce qu'on a aujourd'hui, ça correspond plus, enfin c'est fragilisé. Peut-être derrière cette question, finalement, cette question de palette végétale, elle n'est pas si uniquement ornementale que ça. Je pense que il y a toujours, la question se pose toujours la même de dire, mais quelle est la finalité de ces choix de palette végétale? Dans certains cas, on peut être effectivement sur des enjeux qui sont liés au projet d'aménagement et au programme d'ensemble. Par exemple, à Calais, on a un projet, c'était une friche hospitalière sur lequel il y avait des traces de présence médiévale sur le site. Il y avait un ancien cimetière, etc. Et donc, pour cette raison, et aussi parce que la friche avait vu se développer une biodiversité un peu remarquable, la ville n'a pas souhaité reconstruire sur ce site et donc préserver le site en l'état. Et en fait, la palette végétale, elle a été utilisée à la fois enfin, les choix qui ont été faits sur la palette végétale, ils étaient à la fois d'aller dans les couleurs qui étaient celles de la brique de Calais, plutôt rouge, pour garder dans l'esprit architectural du lieu, et par ailleurs d'aller sur des essences qui étaient plutôt des essences qui étaient médiévales, qu'on trouvait dans les jardins des églises, etc., pour définir le périmètre de l'église, et ça s'inscrivait dans la mémoire du lieu d'une certaine manière. Dans d'autres cas, la palette végétale, elle est pensée sur d'autres logiques, évidemment, dans une logique de résilience, d'adaptation au contexte local. Ce sont des espèces qui sont indigènes, qui résistent aux contraintes, au vent, à la mer, etc. Et donc, c'est évidemment ça qui est pris en compte. Étape qui est importante, et je pense là aussi, c'est des choses qu'il faut anticiper dès le départ, et ce que les études Greenpeace, c'est aussi ça ce que permettent ces études Greenpeace, c'est d'anticiper les différentes études qui sont à réaliser. Et en fait, ça permet pour moi, le faire tôt, ça permet vraiment de se dire quelles seront ensuite les différentes étapes administratives que j'aurai à affronter jusqu'à la réalisation de mon projet. En fait, voilà, les missions Greenpeace, vous l'avez compris, elles définissent une programmation, elles proposent des esquisses, elles proposent des orientations, mais on est à ce stade-là, et après, il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires. Il y a une première étape, c'est aller vers les études de conception et définir les différentes étapes jusqu'à aller aux études de maîtrise d'œuvre. Donc, j'y reviens pas nécessairement. Sinon, nous, on a beaucoup de missions qui ont produit des cahiers de prescription qui avaient vocation à être annexés à ces cahiers des charges de maîtrise d'œuvre. Je pense qu'il y a plusieurs manières de poser la question de cette préparation de la maîtrise d'œuvre, ou en annexant un certain nombre de documents de présentation, de cadrage, les différentes esquisses, les pistes programmatiques qui ont déjà été élaborées. Mais dans certains cas, on a des choix autres qui sont faits. C'est plutôt de se dire, la réflexion sur la nature en ville, elle m'a permis de produire un certain nombre de prescriptions sur la nature des revêtements, sur la plage du végétal, sur l'ombre, sur d'autres paramètres. Et donc ça, je vais l'annexer un peu systématiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Carpentras. Dans le cadre de la mission Green, ils ont réalisé des cahiers de prescription sur quelques sites. Et en fait, aujourd'hui, l'agglomération, elle l'a généralisé sur l'ensemble du territoire.
Donc, première étape, préparation des études de conception. La deuxième étape, c'est effectivement la préparation de toutes les études techniques qui sont à réaliser. Alors, selon la nature du site, ça peut être des études de diagnostic topographique, ça peut être, alors par exemple, c'est important quand on se pose la question de la gestion de l'eau, de se poser la question de la pente et ensuite de l'écoulement sur le site. Ça peut être évidemment les diagnostics de pollution des sols, qui peut être aussi des pollutions qui sont naturelles et qui ne sont pas liées à une présence humaine. Ça peut être un diagnostic phytosanitaire pour s'informer de la santé des plantes qui sont déjà présentes. Ce sont également des diagnostics de type études faune-flore qui permettent d'avoir cette vision d'ensemble de la biodiversité déjà présente et d'identifier d'éventuelles espèces protégées et s'inscrire dans d'autres démarches spécifiques en lien avec la biodiversité. Donc, il y a tout un nombre d'études techniques que je ne détaillerai pas davantage. Et la dernière étape, c'est évidemment, si vous inscrivez dans une démarche d'aménagement, c'est se poser la question des études environnementales, des études réglementaires. Est-ce qu'il y a besoin d'une étude d'impact? Est-ce que le site est soumis à des... Comment on appelle ça? Enfin, suppose un dossier loi sur l'eau. Donc là, il y a toutes ces études qui vont supposer ensuite un avis de l'autorité environnementale qui sont anticipées. Et c'est tout l'intérêt des missions Green de poser au tout début de la réflexion, au moment de la décision, toutes les étapes qui seront à réaliser juste après. Autre élément là aussi à faire au préalable, c'est l'établissement du chiffrage. Là aussi, c'est tôt, hein. Les missions Green, elles arrivent très tôt sur le sujet. Et donc, très vite, nous, on demande quand même un chiffrage. C'est des chiffrages qui sont approximatifs parce qu'ils sont réalisés sur la base des esquisses. Ils seront forcément complétés lors des études de conception, mais c'est des échelles qui sont établis sur la base de ratios, sur la base de références qui permettent d'avoir les coûts du mobilier, les coûts des travaux sur les VRD, etc., mais qui permet d'avoir des premières fourchettes de coûts sur les opérations, qui permettent même d'avoir des premières hypothèses en matière de bilan, dans un raisonnement en matière de bilan d'aménagement, et qui permettent, dans un dernier cas, d'anticiper les coûts de fonctionnement et les coûts d'entretien qui sont associés. Et en fait, là aussi, en fait, on se rend compte que, et vous voyez, je pense au quotidien, qu'en fait, les coûts, ça va être déterminant dans l'aide à la décision. Et donc, là aussi, nous, c'est des choses qu'on essaie de proposer dès le départ pour se dire, bon, très bien, voilà ce que je veux faire, combien ça va me coûter. Le pendant du combien ça va me coûter, c'est, dernier point, c'est la question des recherches de financement. C'est de dire, quelles sont les sources de financement que je pourrais mobiliser sur ce sujet? Et là aussi, je pense que ça vaut le coup de regarder dès le départ et pas attendre que le dossier soit bouclé, parce que ça va conditionner l'intérêt à agir. Aujourd'hui, il y a les opportunités du fonds vert et je pense que c'est vraiment facilitateur sur ce sujet. Regardez si c'est des sujets sur lesquels qui sont éligibles à un soutien de l'agence de l'eau. Et en fait, ces soutiens, ils peuvent être mobilisables à la fois en ingénierie, à la fois en investissement. Et se poser vraiment dès le départ, mobiliser les équipes. Si dans vos collectivités, il y a des équipes qui sont en charge des recherches de financement, les associer dès le départ à la démarche pour se poser la question parce qu'on sait que ça va conditionner l'intérêt à agir. Donc, je ne m'arrête pas, ce n'est pas vraiment l'objet de la présentation de vous lister les différents financements, parce que j'ai un petit peu accéléré la fin, parce que je vois que l'heure tourne. Alexia, est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que tu veux conclure? Il y a Marie, il y a une question Oui. encore sur la mission Green de Morgane, sur comment on procède pour lancer une mission. Par exemple, Morgane, peut-être que vous voulez parler directement, si vous le souhaitez. Bonjour, vous m'entendez? Oui, j'ai très bien. quelques problèmes de micro quelquefois, donc si tout le monde m'entend, c'est parfait. Oui, donc nous, c'est la commune de Pontoise. On vient de rentrer dans le dispositif Action Cœur de Ville en mai 2023. On est parfaitement suivi par votre collègue, Monsieur Toraille. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On est très bien accompagné par la Banque des Territoires. Il nous a d'ailleurs parlé de la mission SGreen. Donc, on va le saisir prochainement. Maintenant, je profite de ce webinaire pour poser la question plus en détail. Et c'est vrai que nous, on est un peu dans l'inconnu. Là, on rentre vraiment dans
dans la machine à marche forcée. Du coup, voilà, Sgreen ou Sgreen Plus, on ne sait pas spécialement dans quel dispositif nous rentrions. Et donc, nous, on a une fiche action. Donc, on pense vous saisir au titre de cette fiche action renaturation en ville. Mais en réalité, cette fiche action se décline à travers plusieurs petits projets. Du coup, voilà, c'est au titre de la fiche en général ou c'est selon un projet spécifique que nous devons vous saisir? Et une dernière question aussi, est-ce que cette étude, du coup, est financée à 100% par le dispositif SGREEN ou il s'agit d'un cofinancement, c'est-à-dire que la commune doit prévoir une petite enveloppe ou pas, puisqu'on est en préparation budgétaire, enfin, on est même en vote budgétaire prochainement. Voilà, donc nous dire s'il faut inscrire une somme ou pas au budget 2024. Non, mais du coup, c'est bien parce que je vais pouvoir expliquer un peu la philosophie pour l'ensemble des participants. En fait, les missions, en fait, je pense qu'une mission SGREEN peut être déclenchée lorsqu'il n'y a pas forcément de projets qui sont identifiés, qu'il y a une envie, enfin, ou qu'il y a besoin d'une vision d'ensemble. Donc, il y a besoin de poser une feuille de route, de poser des éléments stratégiques, de faire un premier diagnostic. On a beaucoup de villes qui nous ont mobilisés, d'équipes, de services qui nous ont mobilisés parce qu'ils nous disaient, bah, voilà, on veut aussi mobiliser nos élus, on veut leur faire prendre conscience qu'il y a un intérêt à travailler sur ces sujets. Donc, franchement, c'est des études qui sont très amont, c'est le diagnostic, c'est des feuilles de route qui sont souvent des feuilles de route qui mobilisent des références à dire d'experts, donc qui rentrent peu dans le détail des projets. Donc, si vous avez déjà cette vision-là, c'est pas nécessaire de nous solliciter sur une mission SGREEN. En revanche, une mission SGREEN+, elle peut être mobilisée sur deux logiques. Une première logique, c'est on veut prioriser entre différents projets. Et on a besoin d'éléments d'aide à la décision pour prioriser. Est-ce que c'est des éléments financiers? Est-ce que c'est des éléments réglementaires? Est-ce que c'est d'autres paramètres? Donc, ça peut être pensé là-dessus. Dernier cas, et c'est le cas en fait qui a été le plus courant, c'est des villes qui nous ont dit bah, j'ai la friche machin, j'ai la place machin, j'ai besoin de travailler en priorité là-dessus, vous pouvez nous accompagner pour nous, vous voyez bien la logique, poser les éléments nécessaires au déclenchement de l'action pour que vous ayez toutes les cartes en main. Ça va pas, il va y avoir beaucoup d'étapes après, mais que vous ayez toutes les cartes en main pour engager l'action. Et dernier élément de réponse. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, ce sont des missions qu'on a financées à 100%, mais qui sont forcément des missions qui sont réduites dans le temps. C'est qu'en fait, parce que les missions qu'on finance, c'est des missions qui sont plus courtes, et donc on peut intervenir prise en charge à 100% sur un site. En revanche, sur 10 sites, on va plutôt intervenir en cofinancement. Donc, excusez-moi, on peut vous demander une mission SGREEN pour avoir une feuille de route générale. Et ensuite, s'il y a un projet qui se détache des autres, on peut demander SGREEN+. Par exemple. De toute façon, je dirais à Nicolas, je me dénoncerai s'il me demande, s'il me pose la question. Pas de Non, non, problème. mais Oui, nous, oui, il c'est nous tout a à dit fait de possible. vous saisir, enfin, de saisir la Banque des territoires. Là-dessus, il y a vraiment pas de souci. C'est juste flou pour nous. Et on Bien avait sûr. plutôt parlé de SGREEN au départ. Même lui, il a vu qu'on n'avait pas de projet vraiment spécifique. Et puis après un petit tour de ville, il y a un projet qui s'est détaché. Et effectivement, là est venue la présentation de SGREEN+. Donc voilà, actuellement, on n'a pas de chef de projet en interne. On a une équipe ACV. On devrait peut-être avoir une collègue qui devrait arriver. Donc voilà, vous verrez des demandes de Pontoise arriver prochainement, je pense. Du coup, on vous met en copie si on saisit Ça Nicolas m'arrivera Touraine. de D'accord. toute manière. Enfin, ça, je le dis pour tout le monde. Vous saisissez votre direction régionale. Et ensuite, ils nous sollicitent ou ils peuvent instruire la demande directement. Peut-être aussi, pour terminer avec ce sujet, si vous ne savez pas, enfin, ce qui compte, c'est que vous puissiez nous solliciter avec un besoin qui est plus ou moins formulé en nous disant, peu importe que, enfin, je pense que c'est pas grave si vous nous sollicitez en disant j'ai besoin de ce green, j'ai besoin de ce plus. Dites-nous où vous en êtes. Dites-nous où vous voulez aller. Et puis après, nous, on se débrouille. Dans le cadre, on réfléchit avec vous à la formulation du cahier des charges de la mission, de l'expression de besoin ensemble pour mobiliser la mission. Voilà, présenté comme ça donne l'impression que c'est un peu standard. Dans les faits, en fait, le cadrage, il évolue en fonction des villes et en fonction des missions. Peut-être je réagis au dernier, l'autre commentaire du chat. Oui, je sais bien que c'est jamais évident, que les demandes de subventions, c'est très lourd, que ça fait beaucoup, c'est très mobilisateur en temps homme.
mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut les anticiper autant que possible. C'est déjà ça de gagner, comme vous le dites. Peut-être pour conclure, mais peut-être très rapidement, en fait, je pense on a un peu martelé derrière ces exemples avec Alexia les certains messages. Je pense que vraiment, et ce que je disais répondant à la question, je pense que, enfin, c'est ce que j'encourage, c'est vraiment de se dire dès le départ, anticiper. La nature en ville, ça doit être anticipé dès le début d'un projet d'aménagement. On n'est pas juste sur un supplément d'âme d'un projet d'aménagement en disant on va mettre des arbres, en plus c'est sympa. Enfin, c'est vraiment de se dire, en fait, ça peut vraiment orienter le projet, ça peut conditionner les orientations d'aménagement. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment le mobiliser dès le début, parce qu'en plus, ça va orienter l'ensemble des étapes, ça va supposer la mobilisation de compétences qui ne sont pas forcément des compétences qui sont dans les équipes, qui sont dans vos équipes ou qui sont dans les équipes de maîtrise d'œuvre que vous êtes susceptibles de mobiliser. Donc vraiment anticiper et ça vaut le coup de se poser la question de cette ingénierie spécifique. Dernier point, Alexia. Ah, Le mot de la fin. le mot de la fin. Très rapidement aussi, et pour poursuivre dans la lignée de ce que tu viens de dire, Marie, c'est que finalement, tous ces projets qui sont sur des zones, sur des parcelles bien identifiées, ça s'intègre dans un projet plus global et que c'est finalement plusieurs composantes d'un seul et même projet et dont les objectifs, les contours, les modalités sont à qualifier, structurés, à la fois, comme ce qu'on l'a dit tout au long de cette présentation, des besoins territoriaux et peut-être en premier, et puis ensuite des possibilités offertes par la nature des milieux et la trame paysagère dans laquelle elle s'inscrit. Voilà, Merci. c'est tout. Merci pour ce mot de la fin. Alors, alors là, il est 12h02. Pour ceux qui ont encore un petit peu de temps et qui auraient des questions, n'hésitez surtout pas, sachant qu'effectivement, le support sera diffusé et je vais voir aussi pour que le replay de la séquence le soit également. Vraiment, enfin, faut pas que vous ayez de regrets, hein, sinon on s'en tient là. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et très bonne suite de journée. Donc, on vous envoie le support et merci de votre participation. Parce qu'en plus, Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne À journée. bientôt. À bientôt.